À propos des deux guerres mondiales auxquelles a participé le Québec durant le 20e siècle, on conserve une image déformée. En fait, on en a généralement que pour la Seconde Guerre mondiale, celle contre le nazisme, Adolf Hitler, Hiroshima, etc. C'est sans doute dû au fait qu'on a bien davantage d'images spectaculaires filmées, tandis qu'on n'a guère que quelques images blafardes pour la Première Guerre mondiale. La réalité, cependant, c'est que l'effort consenti durant la Première Guerre mondiale fut beaucoup plus grand. Ainsi, si on cumule les blessés et les pertes, c'est près du quart des participants à la Première Guerre mondiale qui vont sortir soit éclopés, soit morts. Ce nombre-là, cette proportion-là est beaucoup plus faible durant la Seconde Guerre mondiale. En outre, cette guerre-là va être beaucoup plus prolongée du point de vue québécois, puisque dès 1915, on enregistre les premières pertes et on va mourir jusqu'à la toute fin de la guerre en 1918. Le fait notable de ces deux guerres demeure néanmoins la faible participation du Québec aux guerres mondiales. Le Québec ne représente que, lors de la Première Guerre mondiale, que 11% du contingent canadien et à guerre plus 12% lors du second conflit mondial. Pour comprendre la faible participation et le faible intérêt des Québécois à participer à ces guerres impériales, il faut saisir que le Québec se considérait toujours comme un peuple conquis et ne voyait nul besoin d'aller défendre en Europe la mère patrie britannique. En revanche, le Canada anglais, composé pour l'essentiel d'immigrants britanniques de fraîche date, se sentait davantage appelé à la défense de la Grande-Bretagne. De toute façon, le Québec va avoir à participer à cette guerre, notamment du fait des conscriptions. Rappelons que lors de la guerre de 1914 à 1918, la guerre fut beaucoup plus meurtrière. On meurt par milliers par mois sur les champs de bataille et les Québécois ne voient guère d'intérêt à y participer. Ils sont aussi partout victimes de racisme. On les relègue à des rôles subalternes dans l'armée. Ils sont victimes de discrimination. Il est interdit de parler français dans les cadres militaires. On invoque des raisons de sécurité. Et par ailleurs, on va imposer en 1917 une conscription brutale qui vise en particulier les jeunes Québécois, partout forcés à la pointe de la baïonnette de s'enrôler et d'aller se battre en Europe. Cette expérience-là va se répercuter sur la participation à la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale est accueillie partout par des hurrahs, et d'abord et avant tout parce qu'elle met fin enfin à la crise économique et permet aux jeunes de se trouver des emplois dans les usines, dans les fabriques, dans les services, mais aussi au sein du corps de l'armée qui embauche et offre des bonnes soldes aux jeunes Québécois prêts à s'enrôler. En revanche, la conscription va être bel et bien imposée, mais en douceur, et seulement à compter de 1944. En réalité, fort peu de Québécois vont être véritablement forcés d'aller se battre sur le front européen lors de la Seconde Guerre mondiale. La participation du Québec demeure faible à ces guerres. Les historiens et les historiennes en discutent encore. Il demeure qu'on invoque souvent le faible sentiment d'appartenance à l'Empire et le traumatisme causé par la Première Guerre mondiale qui avait profondément refroidi l'ardeur des Québécois à aller défendre les couleurs de la Grande-Bretagne en Europe. Cette guerre, la Seconde Guerre mondiale, va d'abord se dérouler autour du principe d'aller défendre les valeurs occidentales contre la barbarie nazie. Très tôt, la propagande se met en marche afin de susciter la participation des Québécois à la guerre. On va notamment mentionner que l'Allemagne a envahi la Pologne en septembre 1939 sans préavis, se livrant très tôt à des actes de barbarie sans nom. Au Québec, la question va être surtout suscitée par la conquête de la France en 1940 qui soudain étonne le Canada et l'Occident à propos de la puissance allemande et qui fait craindre à ce moment-là que la guerre soit beaucoup plus longue et beaucoup plus meurtrière qu'on le pensait au départ. Le Canada va donc participer massivement à cette guerre, notamment en approvisionnant la Grande-Bretagne. Ici, une flotte canadienne arrivant dans le port de Scapa Flow en Écosse en 1944, qui montre à quel point le Canada s'est consacré de manière massive à l'effort de guerre dès le départ. Cette bataille de l'Atlantique est également la plus longue de la Seconde Guerre mondiale. Elle va se dérouler de 1940 à 1944. Elle met notamment aux prises la Royal Navy britannique et l'armée canadienne contre les fameux U-boats, ces redoutables sous-marins allemands qui coulent sans préavis tout bateau qui croise leur cours dans l'Atlantique afin d'approvisionner la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui demeure pendant 3 longues années le seul véritable pays qui affronte l'Allemagne nazie, qui s'est rendu maître de tout le continent européen. La question de la conscription va donc très tôt surgir au Québec. Tour à tour, le premier ministre William Lyon Mackenzie King, son lieutenant québécois Ernest Lapointe
et le premier ministre du Québec, Adélard Godbout, incite les Québécois à participer à la guerre par tous les moyens de propagande possibles, en tentant le plus possible d'éviter la conscription, c'est-à-dire bel et bien forcer les jeunes Québécois à s'enrôler. Finalement, la résistance va s'organiser, notamment autour du maire de Montréal, Camillien Houde, qui va ouvertement s'opposer à la conscription et qui va même, pour cette raison-là, être incarcéré pendant 3 longues années dans un camp militaire en Ontario, aux côtés de criminels nazis et de prisonniers de guerre. Donc, du point de vue québécois, la guerre va se dérouler en 3 temps. De 1939 à 1945, on distingue 3 grandes phases. La première, la plus courte, de 1939 à 1940, on appelait ça la drôle de guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a bel et bien peu de morts sur les champs de bataille durant cette période. L'Allemagne s'est rendue maître tour à tour de la Pologne, de la Norvège, puis envahit la France, remplissant le monde de stupeur. Mais le Canada, comme tel, ne participe pas à cette guerre à ce moment-là en tant que tel sur les champs de bataille. En revanche, il est très tôt engagé dans des dépenses massives menées par le gouvernement fédéral afin de convertir l'économie de paix en économie de guerre, convertissant des usines de voitures en usines de chars d'assaut, aménageant des chantiers navals et se lançant dans la production d'uniformes, de matériel militaire, de munitions. C'est la fin du chômage. Partout, les usines ouvrent, les gens sont ravis, les payes sont bonnes et enfin, on se remet au travail au Québec et au Canada. Donc, à ce moment-là, on bâtit des chars d'assaut à Rosemont, ici, au-dessus de la voie de chemin de fer. Vous savez, la voie de chemin de fer qui traverse la rue Saint-Denis et la rue Papineau. On transporte des chars d'assaut Clémentine destinés au port de Montréal et de là, ils partent vers l'Europe, notamment vers la mer Blanche où ces chars-là vont être déployés sur le front russe en 1943. Ici, un camp d'entraînement militaire à Longue Pointe, près de Pointe-aux-Trembles. Ici, on fait des trains à Ville-Saint-Laurent pour des camions et du matériel amphibie qui va être utilisé lors du débarquement de Normandie. Ici, des femmes partout mobilisées autour de travaux manuels où les hommes ne sont plus là pour occupés sur le front. Les hommes ne sont plus là pour opérer ces tâches. Donc, on retrouve des femmes comme conductrices de camions lourds, comme débardeurs dans le port de Montréal et ici dans les travaux publics. Les femmes sont envoyées également dans les usines d'armement où on vante notamment leur dextérité, ce qui est quand même un euphémisme. Ici, à la Verdun Munitionary Supplies, dans le sud-ouest de Montréal, une jeune fille, regardez son sourire, clairement, elle sait qu'elle est photographiée, mais elle est quand même en train de placer des détonateurs avec un marteau sur des obus de 75 en vue d'être déployés sur le front. Donc, après cette drôle de guerre, la mobilisation massive de l'économie québécoise et canadienne, va se dérouler la bataille de l'Atlantique. Une bataille déterminante, cruciale pour le sort de la Seconde Guerre mondiale, où le Canada va jouer un rôle clé. Sa tâche, c'est du port de Montréal, de Québec et de Halifax partent des centaines de tonnes de marchandises, de matériel militaire à destination de l'Angleterre. L'Angleterre demeure à ce moment-là le seul bastion qui résiste à l'Allemagne nazie et le Canada joue un rôle crucial dans l'approvisionnement. On serait mal connu et pourtant essentiel, notamment du fait de la participation québécoise et canadienne. Cette bataille de l'Atlantique va donc opposer les fameux U-boats allemands, c'est-à-dire des armes très rapides, très furtives, qui pouvaient attaquer en surface ou en plongée et attaquer les convois de bateaux et ainsi affamer la Grande-Bretagne. Face à cette arme-là, les Alliés mettent au point une arme nouvelle, le destroyer d'escorte, une arme très, très rapide, un bateau qui pouvait se déplacer jusqu'à 40 km/h et qui pouvait intercepter les U-boats avec plusieurs armes, notamment des charges de profondeur, c'est-à-dire des bombes qui explosaient à des profondeurs particulières. Les destroyers peuvent compter aussi sur une arme nouvelle, le sonar, qui permet de détecter les objets se trouvant en profondeur. C'est aussi une arme nouvelle, le bombardier d'escorte, qui va d'abord accompagner les bateaux jusqu'à son rayon d'action maximal afin d'intercepter les attaques de sous-marins. Si bien que les sous-marins sont attaqués du haut des airs par les avions d'escorte ou explosent du fait des charges de profondeur lancées par les destroyers. À compter de 1944, les Alliés ont décidément remporté la bataille de l'Atlantique, permettant de préparer le débarquement de Normandie qui a lieu en juin 1944 à partir de matériel fourni par le Canada notamment, en vue du grand débarquement. On va entendre d'ailleurs le premier ministre Winston Churchill, premier ministre d'Angleterre à ce moment-là, se réjouir de la participation du Canada lors de cette bataille de l'Atlantique.
But in the summer of 1943, improvements in Allied intelligence and the extended range of air cover begin to turn the tide in the Battle of the Atlantic. The British, American, and Canadian forces of the sea and air hurled their strength upon the U-boat. It ended in the total defeat of the U-boat attack. Staggered by these deadly losses, the U-boats have recoiled to lick their wounds and mourn their dead. Now, we have had in June the best month from every point of view we have ever known in the whole 46 months of the war. Parmi ces vaisseaux canadiens qui participent à la bataille d'Angleterre, ici le HMS Hugh, donc un destroyer d'escorte mis en service en 1943 qui va finir la guerre. L'équipage de HMS Hugh est composé de Québécois, d'Ontariens, de Néo-Écossais qui ont entre 16 et 22 ans, des adolescents en somme qui voient du pays pour la première fois. Dans le coin supérieur gauche d'ailleurs, tout en haut, mon père, Lucien Laporte, qui s'est enrôlé en 1943 à l'âge de seulement 17 ans, mentissant notamment sur son âge, et qui a pu ainsi voir la mer Blanche, la Manche, participer au débarquement de Normandie, lui qui n'était jamais sorti de son quartier ouvrier du sud-ouest de Montréal. On le voit ici, tout fier d'être content, photographié sur un canon de 130 mm à bord du Sioux. Décidément, la guerre meurtrière du point de vue canadien commence véritablement à compter de juin 1944, plus précisément le 6 juin 1944, alors que le Canada participe à la bataille de Normandie, au débarquement sur la côte française, afin de déloger l'Allemagne de ses conquêtes. C'est à partir de ce moment-là que le Canada et le Québec vont enregistrer le maximum de pertes. On enregistre près de 1000 morts canadiennes par semaine. Ce débarquement de Normandie, du point de vue canadien, se déroule notamment à la plage de Juno, où les Québécois sont très nombreux. On va voir d'ailleurs un document absolument remarquable, essentiel. C'est le seul film qui existe du débarquement de Normandie et on y voit des soldats canadiens. Le seul film d'archives conservé de cet événement, tant du côté américain que britannique, ce document-là représentant des Québécois et des Canadiens descendant sur les plages de Juno en Normandie. Il faut imaginer le bruit, la poussière, l'intense bombardement dont sont sujets ces soldats qui s'apprêtent à descendre d'une barge de débarquement filmée en direct. On lit la tension sur leur visage alors que la plage s'étend devant eux, autant de bunkers où sont planqués des mitrailleuses allemandes. Donc les portes vont s'ouvrir et très tôt ces hommes-là vont sortir. Les voici qui descendent. En une journée, ils vont réussir à ne prendre que 200 mètres de la plage. Pendant les jours suivants, on va installer une tête de pont. On va réussir ensuite à amener approvisionnement matériel et à sécuriser la plage. La bataille de Normandie n'est pas gagnée pour autant. Ça va être ensuite la terrible bataille pour la ville de Caen. Pendant 2 mois, les troupes canadiennes vont batailler contre les Waffen-SS, les troupes les plus aguerries du Troisième Reich, afin de les déloger de la ville normande. Certains régiments, notamment les Black Watch de l'Université McGill, vont perdre jusqu'au tiers de leurs effectifs morts carrément sous le feu des Allemands pendant cette bataille-là. Le débarquement, les barges de débarquement et l'organisation du camp dès le lendemain, le 7 juin 1944, l'avancée des troupes canadiennes qui détruisent des ponts notamment afin de stopper la contre-attaque allemande qui se prépare, et le déploiement des troupes canadiennes. D'abord en Italie, c'est le débarquement de 1943 où 15 000 Canadiens vont perdre la vie, notamment lors de la prise de Monte Cassino.
Puis, ça va être le débarquement de Normandie et la bataille de Normandie où le Canada va perdre 20 000 hommes. Par la suite, ça va être la bataille des Pays-Bas où ils vont en perdre 10 000 davantage. Donc, c'est l'essentiel des troupes, des pertes canadiennes se déroule dans les tout derniers mois de la guerre. Parmi eux se distinguent certains héros. Là, on vient de mentionner le régiment des Black Watch, mais nul ne dépasse en exploit ceux du Rambo québécois, Léo Major, un jeune Québécois de Longueuil qui va multiplier les exploits entre la campagne de Normandie et la campagne des Pays-Bas. Il va notamment s'emparer d'une colonne de chars allemands pratiquement à lui seul. Il va faire plus de 80 prisonniers en une nuit dans une petite ville française. Mais surtout, il n'y a rien qui dépasse son exploit accompli lors de la prise de la ville de Zuul dans les Pays-Bas, où il a littéralement à lui seul, armé de 2 mitrailleuses de grenades, il crée la stupeur dans les troupes allemandes, menant à l'évacuation de la ville, si bien que Léo Major a littéralement libéré la ville de Zuul à lui tout seul en 1944. La ville de Zuul, d'ailleurs, se souvient de lui, a nommé en son honneur un parc et une rue. Ce qui est remarquable dans le cas de Léo Major, c'est que ses exploits sont demeurés inconnus au Québec. Il va ensuite participer à la guerre de Corée où il va encore remporter nombre de décorations sans que sa famille ne soit mis au courant. Ce n'est que dans les années 1950 que la ville de Zuul envoie une délégation le chercher à Longueuil et lui et sa famille sont conduits en grand apparat aux Pays-Bas où ils sont nommés citoyens honoraires de la ville et du pays, etc., et couverts de récompenses. La propagande a bien sûr cours durant toutes ces années. Très tôt, dès 1939, on s'adresse autant aux femmes, aux ouvriers, aux agriculteurs afin de stimuler leur effort de guerre. Donc, oui, bien sûr, le soldat, mais aussi l'ouvrier et le patron est invité à participer à l'effort de guerre en travaillant davantage, en faisant des heures supplémentaires, en sacrifiant le temps avec sa famille pour davantage travailler, pour fournir à la Grande-Bretagne davantage de marchandises et contribuer à l'effort de guerre. Donc, cette propagande-là, elle est menée parfois avec des moyens publicitaires absolument novateurs, la couleur, les effets artistiques. Ici, un véritable chef-d'œuvre signé Norman Rockwell, qui est un grand illustrateur des années 1940, invitant les ouvriers à participer à l'effort de guerre avec toute leur volonté et leur dévouement. On a aussi des métaphores graphiques absolument remarquables, comme ici la cheminée d'usine tout aussi importante que les canons d'artillerie. Afin d'inciter les jeunes Québécois à participer à l'effort de guerre, on leur dit, on a besoin de bons Canadiens, on leur dit, rends-toi l'égal des chevaliers du Moyen Âge, viens te battre pour ta patrie, et en plus, on a des grosses motos, ce qui est quand même assez cool. De la même manière, on voit le Canada, le redoutable castor canadien avec ses dents pointues, se joindre au lion britannique pour vaincre l'Allemagne nazie. On s'adresse pas moins aux femmes, avec cette fameuse affiche invitant les femmes à participer à l'effort de guerre, ainsi qu'à acheter des obligations de la victoire tout en faisant des bombes. Ces publicités-là remplissent entièrement les journaux à la même époque, notamment parce qu'il est interdit de faire de la publicité pour des produits de consommation. Or, une brasserie comme la Black Horse à la Chine contourne l'interdit de faire de la publicité en payant de l'espace publicitaire pour stimuler l'effort de guerre et en mentionnant que c'est une commandite de la brasserie Black Horse. On le voit notamment là en disant « Ne gaspillez pas le bois, fournissez du bois de chantier aux soldats et buvez de la Black Horse. » Même les bouteilles vides doivent faire leur effort de guerre. Nous partons pour le front. Aidez-nous à remplir nos commandes pour les troupes outre-mer. Retournez les bouteilles vides sans délai. Le rationnement est aussi au rendez-vous. Le sucre, le thé, le café, la viande et surtout l'essence et le charbon sont rationnés. Si bien qu'à bien des égards, même si les ouvriers et les femmes sont payés pendant la guerre, la crise se prolonge certaines mesures du fait de la pénurie et du rationnement. Il va falloir vraiment attendre 1945 pour qu'on puisse ouvrir les vannes de la société de consommation. Cette publicité accrocheuse vise bien sûr à ce qu'on garde le silence parce que les murs ont des oreilles. Donc, il y a, en plus de la propagande incitant l'effort de guerre, il y a aussi une forte tension afin que les gens gardent le silence pour que nulle part les espions soient informés. Imaginez, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est même interdit de dire la météo au-dessus de Montréal
en disant, par exemple, un beau ciel dégagé ce soir. Ah oui, vous voulez dire, en d'autres mots, à la Luftwaffe et à l'aviation allemande qu'elle peut bombarder Montréal sans danger? Tout cela n'est pas que paranoïaque. Oui, il y a des exercices d'attaque antiaérienne à Montréal ou à Québec, mais il y a un véritable danger, notamment aux heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, en 1942 et 1943, alors que des sous-marins allemands vont carrément couler des bateaux dans le golfe du Saint-Laurent, remontant jusqu'à Rimouski, où ils auraient même débarqué à certains moments pour s'approvisionner. Il y a en somme une véritable paranoïa qui est entretenue, mais qui n'est pas dénuée de fondement. D'ailleurs, les films de propagande produits au Canada à ce moment-là sont tout à fait dans le ton. On va voir un extrait de ces films qu'on produisait à l'époque, notamment à l'ONF. À chaque jour et à chaque soir, la même scène se répétait dans tous les coins du pays, devant des dizaines de milliers de personnes. Les films rejoignaient ainsi un nombre prodigieux de personnes. Dans certaines régions, c'étaient les premiers films parlants que les gens voyaient. Le programme débutait habituellement par un film au sujet de la guerre. Par exemple, En avant commando, un film qui montrait que notre armée n'avait pas encore envahi la France, mais surveillait ce que faisait Hitler. Dans ce cas-ci, depuis la Norvège occupée. And in the most northerly sphere of war, amid icebergs bearing down from the pole, Canadian troops, trained in the new methods, make their daring descent on Spitsbergen. Plusieurs personnes disaient se rendre à ces projections en espérant entrevoir un être cher dans les scènes tournées outre-mer. Hey, come on everybody, we've got her. Ensuite, on projetait un film qui touchait de près l'auditoire local, comme Déjà du métier, un film sur les programmes agricoles pour les jeunes qui fait l'éloge des techniques modernes et invite la nouvelle génération à prendre les choses en main. Après le film d'intérêt local, on en présentait un sur une autre partie du Canada, peut-être Terre de nos aïeux. Et finalement, un film sur un sujet ennuyeux mais important, comme le rationnement ou le contrôle des prix. Ou encore, ce film provoquant de Norman McLaren, nous rappelant qu'on était en guerre. I'm the guy who overhears what you say and passes it on to the enemy. Any news from Jim? I'm not supposed to say this, but he must be sailing by now. That's quick. Very helpful, ladies. Just look at the result. Boy, if Hitler knew what we loaded into that warehouse today. Yeah, what a place for a firebug. Maybe it was you, lady, who gossiped. Or you, sir. Whoever it was, the Axis wishes to thank you for your magnificent service. Carry on, gossipers and blabbers. Your careless remarks will kill Canadians. Alors, on se résume, cet intense effort de propagande n'aura pas servi qu'à driller et à endoctriner les Québécois et les Canadiens. Il aura aussi carrément contribué à mettre sur pied une toute nouvelle industrie qui va bientôt prendre le nom de marketing, publicité, mais aussi cinéma. C'est ainsi qu'en 1936, la création de Radio-Canada et de l'ONF est immédiatement dirigée vers l'effort de guerre. Autant la radio de Radio-Canada que les films de l'ONF visent à stimuler l'effort de guerre et ils vont donner les premières fois des gros budgets, de gros moyens, afin que des équipes de tournage, des équipes de journalistes, de chroniqueurs, de correspondants accompagnent les troupes canadiennes afin de rendre compte des exploits canadiens en Europe. Après la guerre, c'est désormais doté de gros moyens. Ces sociétés-là vont pouvoir ensuite se consacrer à la propagande, notamment de l'unité canadienne et tout ce qu'on sait. La loi des mesures de guerre 1939 décuple les moyens de ces organismes-là et toute la vie sociale et culturelle des Canadiens est enrégimentée désormais autour de l'effort de guerre. Enregistrement obligatoire des hommes, rationnement, contrôle de la production. En 1945, l'ensemble de cette industrie-là est stoppé. L'effort de guerre n'est plus nécessaire.
On va donc devoir investir beaucoup à reconvertir les usines, les entreprises, en vue d'une production pacifique de biens de consommation. C'est ainsi que les Québécois qui étaient surtout mobilisés autour de l'effort de guerre sont désormais mobilisés autour de la consommation afin de continuer à alimenter l'appareil de production. Ainsi, le producteur de cette affiche, John Wislop, est ensuite engagé par la compagnie Players pour produire ce genre de publicité-là. Norman Rockwell, qui produisait des affiches de propagande durant la Seconde Guerre mondiale, produit désormais ce genre d'affiches destinées à stimuler la consommation dans les magazines et les journaux américains. Celui qui a fait cette affiche-là de propagande va désormais travailler pour l'Abbé où il vend des couvertures et c'est vendu par catalogue ou ça paraît dans les journaux. Donc, une industrie de guerre, de propagande, mobilisée désormais à vendre des couches aux familles du baby-boom et aux femmes qui sont de retour à la maison dans bon nombre de cas où elles doivent produire des bébés pour la société de consommation.